Bonjour à tous, c'est Simon, je suis exténué, ça ne va pas du tout, mais on va quand même parler des news de la semaine qui sont tombées autour de la planète cinéma. Et c'est une semaine plutôt riche. On commence tout d'abord avec un petit sujet rapide sur Mortal Kombat, parce qu'il se trouve que le film très attendu des fans de Mortal Kombat, redouté par l'ensemble des autres êtres humains, qui doit donc sortir ces jours-ci aux États-Unis sur HBO Max et au cinéma, et bien ce film a enfin une date de sortie française. On ignorait à quelle sauce il allait être mangé ces derniers temps, enfin on s'en doutait un petit peu mais on n'avait pas de news officielle. Maintenant, on le sait, Warner va le sortir en France en VOD le 12 mai prochain, exactement sur le même modèle que Godzilla vs Kong il y a quelques heures seulement, c'est-à-dire vraiment sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Et puis ensuite, on va voir comment ça va se décliner. Est-ce qu'éventuellement, il y aura une sortie salle peut-être, ou une sélection d'avant-première, ou voilà, on ne sait pas du tout. Toujours est-il que vous pourrez le voir en VOD le 12 mai prochain. Alors, c'est une relativement bonne nouvelle, encore une fois, pour tous les amateurs qui vont donc pouvoir le regarder légalement, en patientant un petit peu. Ça nous dit encore une fois que, malgré la possible, peut-être, ouverture prochaine des salles, pour Warner, manifestement, pour Warner Monde, parce que c'est pas Warner France qui prend ces décisions-là, c'est vraiment la maison mère aux États-Unis, il semble évident que soit les salles ne réouvriront pas, soit en tout cas elles ne réouvriront pas avec des jauges qui permettraient d'exploiter le film comme le souhaite le studio. Tout comme, encore une fois, pour des questions de non-existence de HBO Max en France et donc de difficulté à être sur le territoire français pour le moment, eh bien c'est tout simplement la seule solution qu'ont trouvée ou que veulent favoriser les exécutifs de Warner. Bref, je vous le répète donc une dernière fois, Mortal Kombat le 12 mai en France en VOD. Voilà. Et je ne vais pas vous imiter les bruits des fatalities parce que ça va être absolument minable et je n'ai pas envie de faire ça. Deuxième sujet, eh bien, c'est Conjuring 3. Qui a lâché sa bande-annonce il y a quelques heures maintenant. Alors, mine de rien, c'est toujours un petit peu un événement parce que il faut quand même bien voir que Conjuring, c'est une saga à part dans le paysage horrifique. Et là, je vous parle pas du tout, on va dire, de jugement artistique, d'apprécier ou pas la saga, mais elle représente vraiment quelque chose de particulier. Déjà, premièrement, on est tous, toujours, très souvent, en train de commenter la politique et les succès assez impressionnants de Disney avec Marvel et avec, ses choix créatifs et marketing de faire des univers étendus, de faire une espèce comme ça de giga saga interconnectée. Et on constate que énormément de studios ont voulu, on va dire, prendre l'aspiration. À une époque, il y avait Transformers qui annonçait un univers étendu, puis bon, ça a fait flop. Il y a DC qui continue bien sûr de produire des films, dont certains marchent très bien, mais on le voit qui lutte et qui a beaucoup lutté avec cette idée d'interconnexion. Rappelez-vous le Dark Universe avec la Universal Monsters, qui a fait flop un paquet de fois quand même. Et donc, littéralement, si on regarde dans les années 2010, la seule autre tentative parfaitement aboutie et parfaitement réussie de faire de l'univers étendu, de faire vraiment une franchise, c'est la franchise Conjuring, on va dire le Conjuringverse. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est une franchise qui n'avait pas de base préexistante. C'est pas l'adaptation de romans, c'est pas l'adaptation de bouquins, c'est pas l'adaptation de comics. Certes, ça se base sur les histoires vraies des époux Warren, mais néanmoins, c'était pas une occurrence dans la pop culture préalablement. Et c'était absolument pas des éléments très connus du grand public en dehors des États-Unis. Donc, par conséquent, c'est une sacrée réussite. Et alors, même si cette bande-annonce, n'est jamais qu'une énième bande-annonce, il est très difficile de se prononcer dessus comme ça en la découvrant. Ça nous rappelle aussi quand même que James Wan est un créateur un peu à part. Moi, je suis pas un fan absolu de son cinéma, mais il faut quand même voir deux choses. Comme metteur en scène, c'est un type qui s'est imposé comme un technicien absolument brillant, qui a repris avec, encore une fois, beaucoup de finesse dans l'accomplissement, énormément d'effets de style et de technique des autres grands réalisateurs de genre. Et si vous regardez par exemple un film, encore une fois, dont moi je suis pas fou, mais comme Conjuring 2, vous verrez dedans, mais c'est carrément un musée du cinéma d'horreur en fait. C'est-à-dire, et ça je le dis de manière plutôt positive, c'est vraiment une galerie de toutes les formes, de toutes les idées qu'il y a eu dans les décennies qui l'ont précédé et qui s'amusent à rassembler, avec lesquelles il joue, parfois pour les détourner. Donc voilà, il faut bien voir que comme réalisateur, c'est un type très capable, mais justement, ça n'est pas lui qui va réaliser Conjuring 3, il en est seulement producteur, parce qu'effectivement, lui, il bosse sur Malevolent, son prochain long métrage, dont il a déjà dit que ça pourrait être aussi une nouvelle franchise, et donc il n'est plus que, on va dire, chef d'orchestre, producteur un peu plus éloigné de la saga Conjuring. Mais enfin, il faut bien voir aussi que ce type qui a commencé avec la mise en scène du premier Saw, qu'il avait co-réalisé et co-écrit avec Lee Whannell, il faut quand même bien voir que d'un film fauché, qui a eu un très très beau succès, mais qui était vraiment une toute petite série B à l'époque, et sur lequel le studio misait pas forcément beaucoup, il est parti de là et il a réussi à devenir un producteur d'une efficacité quand même
assez remarquable, parce que tout simplement il a transformé plusieurs de ses films en des franchises, en des suites, et puis dans le cas du Conjuringverse, en un énorme maillage, vraiment. Ça vaut le coup de jeter un coup d'œil là-dessus. Il faut quand même bien se rendre compte qu'en très peu de temps, on a déjà 8 films du Conjuringverse, 2 en plus qui sont en développement. Je crois qu'en développement, il y a la Nun 2, et il y a également, j'ai oublié le nom, il y en a un autre en développement, mais tant pis, c'est pas grave. Et bien, c'est quand même un sacré accomplissement. Donc moi, je suis très curieux de voir, est-ce que la saga, est-ce que la franchise va réussir à survivre, même si lui prend du recul et se désinvestit un peu. C'est une vraie question, et donc c'est aussi pour ça que moi, je suis assez curieux de découvrir Conjuring 3. Ensuite, autre nouvelle qui est pas inintéressante, eh bien Netflix est un peu en train de claquer des genoux. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous dire que Netflix s'écroule ou qu'il est arrivé un truc monstrueux à la plateforme. Néanmoins, il s'est passé cette semaine un événement sur lequel il faut revenir un petit peu. Alors, on va parler un tout petit peu de chiffres, un tout petit peu de sous, mais ce sont des faits vraiment qui sont intéressants pour le cinéma et le fonctionnement des plateformes de SVOD. Je m'explique. Les investisseurs, et on va dire globalement les experts un peu en marché financier et en performance économique, estimaient, et donc faisaient savoir publiquement dans leurs estimations, que Netflix, en gros, au cours de l'exercice fiscal actuel, là, dans la période qui est en train de s'achever, ils estimaient que Netflix allait gagner à peu près 6,5 millions d'abonnés. Or, Netflix a publié ses résultats. Netflix, dans cette période, n'en a gagné que 4. Alors, vous me direz, il y a pas mal de gens qui auraient bien gagné 4 millions d'abonnés. Il y a aussi pas mal de plateformes qui aimeraient en avoir déjà 200, parce que effectivement, Netflix a dépassé la barre en janvier 2021, la barre symbolique des 200 millions d'abonnés dans le monde, ce qui est énorme. Eh bien, en revanche, le simple fait d'avoir fait une contre-performance a entraîné dans les heures qui ont suivi une perte de 10% de la valeur boursière de Netflix. En gros, c'est-à-dire, c'est donc des gens qui possèdent des parts, qui les revendent et qui, se mettant à les revendre, en font baisser la cote. Et donc, là où c'est très intéressant, c'est que ça veut dire plusieurs choses. Je pense qu'il ne faut pas être paranoïaque ou trop inquiet sur les raisons de cette baisse d'abonnés. Netflix l'a dit d'ailleurs avec un raisonnement qui semble assez logique. Le fait d'avoir à la fois une situation de crise sanitaire dans certains pays, mais aussi qui est en train de se lever dans d'autres, ce qui fait qu'il y a des gens qui s'étaient pris des abonnements Netflix parce qu'ils étaient bloqués chez eux, qui commencent à pouvoir à nouveau avoir des activités extérieures, c'est des gens qui sont susceptibles de se désabonner ou de ne pas s'abonner. Et puis il y a aussi un truc, c'est que Netflix l'a reconnu, son offre dans ces derniers mois a été pas foncièrement dans le dernier trimestre, a pas été folle quoi. Tout simplement, c'était très pauvre globalement et c'était attendu parce que entre les studios qui ne veulent plus ou moins vendre des films à Netflix parce qu'ils savent que les salles vont réouvrir, entre le fait qu'il y a beaucoup de tournages qui ont été interrompus ou énormément ralentis, et littéralement, il y a moins d'offres, il y a le contraire d'un embouteillage, il y a plutôt un gros dégraissage et donc forcément ça a été un petit peu négatif en termes d'abonnement ou du moins positif que prévu. Mais ce qu'il faut voir, c'est que malgré cette position de Netflix qui est encore ultra dominante, ultra puissante, quand même, en quelques heures, Netflix a pu perdre 10% de sa capitalisation boursière. Ça signifie donc que ce modèle-là, qui est un modèle qui gagne de la puissance, qui est un modèle qui est dans une croissance très forte actuellement, c'est indiscutable, est encore un modèle qui est en fait d'une fragilité énorme et qui est très volatile. Très volatile pourquoi ? Parce que la capacité de Netflix a quand même annoncé cette année qu'ils allaient investir 17 milliards dans la création de contenu. Ils ont également annoncé qu'ils allaient racheter de leurs propres actions à hauteur de plus de 5 milliards pour justement faire des dividendes et donner des sous à leurs actionnaires, à leurs investisseurs. Ça veut dire donc que là, Netflix, dans les mois qui arrivent, va investir plus de 20 milliards. Eh bien, tout ça n'est possible que parce qu'il y a, on va dire, une énorme mise en bourse dessus. Que parce que, il y a des investisseurs qui ont confiance dans le modèle et qui sont prêts, en gros, à aider le modèle à croître. J'ai pas envie de dire à perte parce que c'est pas exact. Mais en gros, voilà. C'est un modèle qui se repose énormément là-dessus et une crise de confiance, une bascule de prévision peut véritablement menacer la plateforme, en tout cas menacer son volume. Et c'est d'autant plus intéressant et potentiellement inquiétant qu'il faut quand même bien voir, comme on le disait, que Netflix est une plateforme qui a 200 millions d'abonnés. Et donc voilà, loin de moi l'idée de tirer des conclusions hâtives, de vous dire « c'est fini, tout va s'écrouler, ils ne pourront jamais y arriver ». Pas du tout. Certainement pas. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'un challenger de la taille du géant de la SVOD, dont la croissance a été exponentielle ces 10 dernières années, qui, en apparence, en vitrine, affiche une puissance de feu absolument incroyable, reste encore un colosse au pied d'argile. C'est d'autant plus intéressant et questionnant qu'on voit qu'actuellement c'est très compliqué pour les cinémas, que la puissance de Netflix, d'Amazon, d'Apple, bref, des plateformes, on va dire,
menace ou à tout le moins révolutionne un petit peu nos rapports à la chronologie des médias, à la manière de consommer la production cinématographique, la production audiovisuelle en général. Et je trouve assez troublant de se dire que cette entreprise qui a une capacité de révolution, de disruption très forte, eh bien cette entreprise, elle est mine de rien, elle aussi potentiellement sujette à d'énormes secousses. Voilà. Donc il va falloir aussi continuer de suivre tout ça parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les géants de la SVOD sont des géants dont l'équilibre est encore très précaire. Ensuite, on va faire un petit bilan, alors vraiment un petit bilan rapido sur Godzilla vs King Kong, parce qu'on vous en a déjà beaucoup parlé, mais maintenant qu'il est sorti, c'est l'occasion de faire un peu le point. Surtout, je voulais vous renvoyer vers nos articles sur Écran Large, parce que, franchement, en toute immodestie, on a plutôt pas mal suivi la sortie. Alors bien sûr, vous pouvez aller lire notre critique qui est en ligne sur le site. Il se trouve que c'est moi qui l'ai rédigé. Moi, bon, j'ai beaucoup de problèmes avec le film, mais il y a aussi les avis des autres membres de la rédaction, et donc vous pourrez voir un peu ce que chacun en a pensé. Mais surtout, ce bon Mathieu Jaborska et l'excellent Arnold Petit nous ont fait de sacrés beaux dossiers sur en général la mythologie de la saga, le bestiaire de la saga, ses origines, les créatures les plus intéressantes, les films les plus réussis, les moins réussis, et vraiment on va tout vous mettre en description de cette vidéo. On vous a fait quand même une belle paire d'articles si vous voulez soit vous familiariser avec cet univers qui est beaucoup plus complexe et intéressant qu'il n'en a l'air, ou alors si vous le connaissez, que par nostalgie vous voulez vous replonger dedans, il y a vraiment plein de choses à faire. Et puis, on vous a même fait une vidéo débat avec ce bon Mathieu, dans laquelle on s'est un peu étripé parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur le film. Si vous voulez voir ce qu'on en pense, pourquoi on le pense et comment on le dit bien, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, pareil qu'on vous met en description de l'article. Et enfin, tout ça est d'autant plus intéressant que King Kong est le premier film de la période de pandémie, fin de pandémie, à réussir à s'imposer comme un phénomène au box-office. Et ça aussi, ça en fait quelque chose d'intéressant. Tout simplement, à l'heure où je vous parle, il vient de dépasser le score du précédent film de Godzilla 2 King of Monsters, qui avait certes été une contre-performance par rapport à ce qu'on attendait au box-office, mais qui avait été une contre-performance dans un système où toutes les salles étaient ouvertes et où tout le monde pouvait aller au cinéma. Donc, que Godzilla vs Kong réussisse à lui passer devant et cartonne comme il cartonne à l'international, ça aussi, c'est un phénomène assez intéressant et qui en dit beaucoup sur l'appétence du public pour les salles. Pensez bien qu'aux États-Unis, le film sort simultanément sur HBO Max et dans les salles, or 56% des écrans américains sont encore fermés. Et bien que le film, dans ces conditions-là, réussisse à passer les 390 millions de dollars de recettes à l'international, c'est extrêmement intéressant et plutôt très encourageant quant au rapport qu'entretiennent les cinéphiles avec les salles, et puis tout simplement les spectateurs. Pour terminer, quelques brèves recommandations. Sur le site, vous pourrez trouver la critique de Stowaway, qui est sortie sur Netflix, dont le titre français, c'est Le Passager numéro 4. Je vous en dis très peu, c'est un film avec le suspense, avec les acteurs, qui se passe dans le espace. Il est réalisé par Joe Pena, c'est le réalisateur à qui on devait le très sympathique film Arctic, un survival dans le Grand Nord, avec Mads Mikkelsen. Donc, allez lire notre critique, elle est très intéressante, et c'est ce bon Antoine Desrues qui l'a écrite. Voilà, allez la lire. Et sinon, moi, je voudrais juste vous dire un mot très rapide, parce qu'à l'heure où je vous parle, le texte sera en ligne. J'ai pu voir la première saison de Shadow and Bone sur Netflix, qui est l'adaptation de la trilogie littéraire éponyme. Pareil, je vous en dis pas plus, allez lire l'article. Écoutez, moi j'y allais vraiment à reculons, comme la vache au taureau, parce que concrètement, les séries de fantasy pour young adult ou ado, a fortiori sur Netflix, moi c'est des produits qui me parlent pas du tout, que je trouve souvent très mal produits, très mal écrits, qui sont faits pour être du flux très très vite oublié, très vite consommé. Donc ça m'intéresse pas beaucoup. Et pour plusieurs raisons que je vous laisse découvrir, j'ai été plutôt agréablement surpris par le traitement qu'a fait Netflix de cette trilogie littéraire. Et puis maintenant, enfin, vous nous l'avez beaucoup réclamé, on lance notre rubrique lifestyle patriotique et je vais donc vous apprendre comment roter la Marseillaise. C'est très simple, regardez bien. Salut à tous, cette semaine je vais vous parler de Honeydew, une autre exclue Shadows. On vous avait déjà parlé de Bliss il y a quelques semaines, qui était également une exclue Shadows. Je trouve qu'elles sont très intéressantes, ces exclusivités, parce que c'est souvent des films qui existent dans le monde depuis quelques années, et en fait ils ont du mal à se frayer un chemin en France. Voilà, pour le coup c'est pas trop le cas, mais dans tous les cas ça reste des films qui sont assez atypiques, et d'ailleurs Honeydew ne dérogue pas à la règle, parce que c'est un film très étrange, mais je trouve assez fascinant. That kid is staring at us.
Donc, c'est quoi le pitch? Le pitch, c'est très simple. C'est tout simplement un couple dont la femme veut étudier pour sa thèse une maladie qui ronge le blé dans un état assez profond des États-Unis. Donc, il s'immerge dans cet endroit loin de tout. Donc, c'est un pitch très très classique, bien sûr, mais là n'est pas sa particularité. Sa particularité, elle est dans sa dimension expérimentale en fait. C'est une véritable expérimentation de mise en scène et surtout de montage. Un montage qui tente en permanence de nous désarmer, de nous emmener à des endroits où on ne pensait pas aller, tout simplement. D'ailleurs, dès les premières minutes, c'est complètement surdécoupé. Il y a des dispositifs visuels qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, notamment par exemple des split screens assez étranges qui coulissent, c'est très bizarre. Ça prend complètement le contre-pied d'une narration habituelle classique, quoi. D'ailleurs, une narration auquel il aurait pu se conformer, parce que finalement, c'est une histoire assez classique de redneck fantastique. Ils sont deux dans une voiture, ils partent dans un état pourri. Bon, on a l'habitude. Ils auraient pu se caractériser l'un l'autre à travers une discussion dans la voiture, et ensuite se faire désaguer les uns les autres par un monstre consanguin, je sais pas quoi. On a l'habitude, mais non, c'est pas du tout ce que veut faire Honeydew. Il prend le pari inverse, celui de composer une sorte de trip atmosphérique pure. Donc c'est très très glauque, mais c'est pas spécialement gore. Et surtout pour moi c'est passionnant parce que ça symbolise très bien une approche de l'horreur qui a toujours existé bien sûr, mais qui devient de plus en plus populaire avec les films de Eger, donc The Witch, Aster, dont le plus célèbre est bien sûr Midsommar, et plus généralement ceux qu'on cantonne à la boîte de production N24, même s'ils sont très loin d'être les seuls à se placer sur cette case, qui sont des films en fait qui se mettent vraiment dans un culte de l'atmosphère. Je trouve ça assez cool parce que c'est quelque chose qui peut exister qu'au cinéma, à travers donc la mise en scène, la bande originale qui utilise des sons qu'on entend rarement, des trucs un peu étranges pour nous sortir de notre zone de confort et nous amener aux portes de l'étrange. Donc l'histoire est très lente, très étendue et elle se ressent en fait. On a vraiment l'idée d'une création d'un microcosme horrifique et de fait assez intime. Et en fait dans ces cas-là, on parle souvent d'exercice de style parce que c'est très formaliste. Et pour moi, c'est plutôt un exercice donc d'atmosphère, d'ambiance en fait. Le but est moins de créer une dimension par la mise en scène que de nous faire ressentir un sentiment particulier dans une ambiance très particulière dont on va ressortir un peu sonné, quoi. Donc évidemment, la grande référence, ça reste les années 70, auxquelles on peut pas échapper hein, quand on parle de redneck, etc. Massacre à la tronçonneuse et tout ce qui en a découlé, bien sûr, qui, et bien sûr, reste adapté à des techniques un peu plus contemporaines. Donc voilà, on en sort un peu drogué, un peu halluciné. Et en fait, c'est normal parce que c'est un film qui est quand même fait pour diviser, parce que c'est l'affirmation d'une vision de l'horreur que tout le monde ne partage pas. Mais ça reste fascinant, surtout que dans sa simplicité, le film il condense vraiment toutes ces nouvelles lubies. Donc qu'on aime ou pas, parce que c'est tout à fait possible, si on apprécie ce genre de cinéma, c'est pour voir des trucs complètement originaux, complètement atypiques, et c'est aussi la raison d'ailleurs pour laquelle on va sur la plateforme Shadows, c'est que c'est des choses qui sont les seules à proposer, et dans ce cas-là, bingo. Voilà, eh bien écoutez, on espère que cette rubrique vous aura plu, on vous fait de gros bisous, on pense bien à vous, on espère qu'avec les beaux jours qui reviennent et les conditions de confinement, semi-confinement, couvre-feu, eh bien vous ne devenez pas complètement fou, parce que nous on est en train de péter gentiment des câbles. Encore une fois, on pense bien à vous, pensez à liker cette vidéo, abonnez-vous, recommandez-la à vos parents, à vos amis, à vos enfants, à vos cousins, à vos animaux domestiques. Cœur sur vous et à très vite. Stop!